Allez, on se retrouve à nouveau sur la scène de Clever Cloud Fest avec deux nouveaux invités à ce panel. Tristan Nitto, qui participait à la table ronde précédente, qui travaille chez Octo Technologies. Là, le titre est bon, c'est directeur associé, commun numérique et anthropocène. Voilà. Merci. Et Cédric Biron, qu'on n'a pas encore vu, mais qui est un membre éminent de la direction de Clever. On m'a vu hier matin sur un sujet tu as raison, de conformité tu as raison, et certification. C'est un sujet qui m'intéresse. Mais peut-être que tout le monde n'a pas regardé. Pourtant, c'était passionnant. Ouais. Eh ben, ça sera plus intéressant aujourd'hui. Et alors aujourd'hui, on est là pour parler de numérique responsable et puis pour essayer d'adresser un concept de frugalité. Première question. Tout à l'heure, il y a quelques minutes, on a évoqué l'évolution et l'arrivée du cloud dans le paysage. Quel est l'impact aujourd'hui du cloud tel qu'on l'envisage et en quoi ça a un impact sur l'environnement? Oula. Tu veux que je commence? Allez. Bon. Alors, il y a un concept super intéressant de vulgarisation scientifique qui s'appelle les limites planétaires. Qui est donc fait par des scientifiques qui considèrent que pour que la planète fonctionne bien, il y a 9 choses qui sont très importantes, dont la biodiversité, la stabilité du climat, le cycle du phosphate et de l'azote, enfin bon, des tas de choses qui sont très techniques, mais qu'on peut évaluer, mesurer d'année en année. Et on sait qu'il y a des limites à pas dépasser, c'est-à-dire qu'il ne faut pas polluer toute l'eau. Si on pollue un peu l'eau, ben elle peut se régénérer parce qu'il y a des écosystèmes pour le faire, et elle sera bonne l'année prochaine. Mais si vous polluez toute l'eau, il y a un moment où ça devient irréversible. Donc tout ça, c'est la notion, de limite planétaire. Donc il y en a 9. Maintenant il y en a 9, à une époque il n'y en avait que 7 parce qu'en fait on explorait, enfin la science explorait, et maintenant on considère qu'il y en a 9 et vas-y tu peux peut-être passer le suivant. En 2009 sur les 7 limites qu'il y avait, il y en avait déjà 3 qui étaient dépassées, dont l'intégrité de la biosphère et les flux de l'azote et le changement climatique en haut à gauche. Oui, vas-y tu peux passer. Là, c'est 2015. Alors, on voit qu'il y en a 4 qui sont franchis. Donc, il faut rester en vert, il faut rester au sein de cet espace sûr. Et puis, vas-y, tu peux le suivante. Voilà. Et alors là, la suivante, donc 2023. Donc là, maintenant, on est passé à 9 limites planétaires parce qu'on a complété les connaissances. Et il y en a 6 qui sont dépassées. Ça, c'est les entités nouvelles, c'est les polluants éternels. Vous savez, vous avez entendu parler du téflon, etc., des PFAS, qu'on trouve partout dans le sang des humains, dont on n'arrivera jamais à se débarrasser probablement. Tout ça, c'est dépassé. Et en fait, quand on fait un data center, alors je sais qu'on parle du cloud, que c'est évanescent, vaporeux, machin, tout ça. La réalité, ayant travaillé chez Scaleway, je peux vous dire qu'en fait, une bonne partie du métier, c'est d'être dans l'immobilier, de faire couler du béton et de tirer des câbles et de se connecter à des centrales nucléaires. Donc tout ça, c'est pas juste vaporeux, évanescent, c'est du bon gros concret. Et en fait, faire un data center, ça touche 5 de ces 9 limites. Ça fait empirer la situation pour 5 de ces 9 limites planétaires. Typiquement, l'artificialisation des sols, oui, tu crées un data center, tu coules une dalle de béton, tu vas creuser des mines, etc. Tout ça. Et puis, tu émets des gaz à effet de serre. Bon, ça fait un deuxième, et puis ainsi de suite. Donc, tu en touches 5. Et en fait, on empire le problème. Alors, je suis pas en train de dire, loin de là, que la création d'un data center est le truc qui est en train de ruiner la planète. Non, parce que les gens dans l'aéronautique, dans le pétrolier, de tout ça, ils y arrivent aussi très très bien et ils nous donnent un énorme coup de main. On n'est pas le plus gros problème. Mais en tant qu'industrie du futur, il faut balayer aussi devant notre porte et être conscient de ce qu'on fait. Et voilà.
Alors Cédric, nous, chez Clever, donc on a évidemment conscience de ça, mais c'est quoi les gros impacts en fait environnementaux qu'on mesure de notre côté? Parce que tu as une opinion un petit peu différente de celle de Tristan sur ce sujet. Tu veux décrire un petit peu notre perspective? Oui, tout à fait. Nous, notre perspective, on est un industriel et donc on fait tout à fait partie du problème et on espère aussi quand même partie de la solution. Quelqu'un, un client qui va déployer sur du Clever, in fine, ça va bien tourner sur une machine physique dans un data center, soit un data center dans lequel on va être présent, nous, en direct, parce qu'on va aller louer des mètres carrés et du courant et du froid pour faire tourner ces serveurs-là, soit quelque chose qu'on va sous-traiter à des partenaires. Typiquement, on est sur du OVH Cloud, on est aussi sur du Scaleway, il va y avoir toujours un impact parce qu'à la fin, c'est du physique. Chez Clever Cloud, on croit énormément au logiciel, c'est notre métier. Donc, c'est sur cette partie-là qu'il va y avoir un gros impact et une grosse carte à jouer. Donc avant de rentrer dans ce logiciel-là, bien sûr, si vous déployez sur du Clever Cloud, comme il y a du physique, il va y avoir un choix à faire sur le lieu. Vous n'allez pas avoir exactement le même impact si vous déployez sur Paris, sur Roubaix, sur Scaleway. En l'occurrence, on a choisi un data center qui est très efficace sur la partie du PUE, si vous connaissez PUE, Power Usage Efficiency. Donc un ratio à 1,1 ou à 1,05 va dire qu'on consomme 1,05 d'énergie pour un utile. Donc au final, on a très peu de gâchis quand on est proche de 1. La réalité, c'est qu'il y a des vieux data centers avec des équipements qui datent maintenant d'un certain âge, qui vont être à 1,5, à 1,7, à 1,8. Et donc, il y a quand même un choix à faire pour nous, en tant qu'hébergeur cloud, à choisir où on se met et potentiellement à communiquer à nos clients aussi pour leur dire, si vous êtes sensible, on peut vous aider à choisir le bon emplacement. La valeur et l'impact de Clever Cloud là-dessus, au final, ça va pas être vraiment ici, au final. Ça va être sur le logiciel. Est-ce que tu permets que je t'interrompe avant que justement que tu passes au logiciel? De là où on va vraiment avoir un impact. Parce qu'au final, quand je disais à 1,3 ou à 1,25, vous allez voir, on va gagner quelques pourcentages. C'est pas ça qui va changer la face du monde. Oui, tout à fait. Il y a un deuxième sujet à prendre en compte. Donc déjà, oui, le Power Usage Effectiveness du data center où vous déployez. Est-ce qu'il faut beaucoup d'électricité pour refroidir le data center ou pas beaucoup? Bon, allez sur le DC5 de Scaleway, qui est probablement là où vous êtes, ce qui est le plus moderne de leur data center et qui a donc le meilleur PUE. Ils sont à peu près à 1.15 et c'est bien. C'est ce genre de data center qu'il faut choisir. Et il y a un deuxième effet qui se coule derrière, le fait que ça soit en France, ça veut dire que c'est alimenté avec de l'électricité qui est majoritairement décarbonée. Merci le nucléaire, qui n'a pas que des avantages, mais qui, dans le cas présent, est bien. Et donc, vous produisez peu de gaz à effet de serre. Vous faites tourner la même charge sur un data center, on va pas donner de nom, mais en Pologne. Et là, c'est dramatique, parce que leurs data centers, ils sont alimentés par des centrales des centrales à charbon. Et au lieu d'avoir, en gros, du 60 grammes par kilowattheure de CO2 généré, vous êtes à entre 600 et 900 grammes. Vous voyez, c'est la différence entre 60 et 900, c'est pas la même chose. Donc il faut choisir où tu fais tourner ton payload, et il faut choisir le data center pour que ne viennent pas trop se rajouter de coûts de refroidissement. Mais le logiciel a un rôle énorme à jouer. Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est que ce que tu décris là, c'est un petit peu une approche à la papa du cloud, mais chez Clever, on a une problématique qui est la concentration applicative, en fait. C'est faire en sorte que nos machines soient les plus chargées possibles. Tu peux expliquer les raisons qui font que c'est comme ça qu'on approche le problème et l'impact que ça a? La raison principale, c'est que un serveur comme votre téléphone ou comme votre ordinateur, qu'on l'utilise un peu ou qu'on l'utilise beaucoup, il va consommer de l'énergie et le fait qu'il l'utilise beaucoup va pas consommer beaucoup plus
d'énergie. Donc autant l'utiliser et l'utiliser bien chargé. Et c'est quand on regarde le taux de charge de votre serveur informatique qu'il va y avoir là que ça va devenir évident qu'on va faire des grosses économies. Donc j'avais fait pour un appel à projet justement pour dire comment Clever Cloud on pense pouvoir réduire les impacts, pas de 10 ou 15%, mais plutôt d'un facteur 6 ou 7 ou 8 grâce à la technologie. Grâce à notre technologie en l'occurrence, mais on n'est pas les seuls quand même à faire du cloud avec du logiciel. C'est en l'illustrant comme ça qu'on s'en rend compte. Si on prend un travail d'un DBA qui va déployer une base de données sur un serveur physique, prenons un petit serveur physique avec 32 Go de RAM, quand même une belle machine pour un particulier, il va globalement avoir une base de données qui va s'emmerder tout le temps et qui va quand même consommer peut-être 150 watts sur un petit serveur, parce qu'il n'y a pas beaucoup de serveurs en dessous de ce genre de consommation. Le premier gros gain technologique et logiciel, ça a été la virtualisation. Donc vous vous dites que vous avez un serveur, et vous allez mettre plusieurs machines virtuelles sur le même serveur, et vous allez pouvoir fournir de manière plutôt bien isolée en termes de sécurité, à 10 ou 15 différents clients, chacun une machine virtuelle avec une base de données. Donc déjà, au lieu de s'embêter sur 32 Go de RAM, ils vont s'embêter sur 1 ou 2 Go de RAM ou 4 Go de RAM. Ça va permettre quand même de moins s'embêter et la machine physique, elle va tourner pour plus que rien. Et ça, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait depuis que Clever existe. On fournit des services à la bonne taille sur des machines virtuelles. Là où il y a un gros coup à jouer encore et regagner un facteur 4 ou 5, c'est en passant sur du serverless. Alors il y a toujours du serveur physique, hein, mais le service lui-même ne repose pas sur une VM. Alors vous pouvez le voir peut-être tout en bas, mais pour faire écho à la présentation de Materia où on va avoir un gros cluster Fondation DB qui va permettre de fournir un service de base de données, mais en tant qu'API. Vous n'avez pas une VM par client. Vous avez un droit d'utiliser le cluster sur une isolation logique qui correspond à un service de base de données pour le client. Et ça, c'est tout à fait scalable. Donc, s'il n'y a pas besoin de faire de calcul ou d'accéder à la donnée, globalement, ça n'utilisera pas le cluster. Alors, le cluster, lui, va quand même avoir besoin de tourner, mais on va pouvoir mettre, au lieu de mettre une VM dessus, ou un cas client, ou 15 cas clients, on peut très bien en mettre 1000 ou plus sur un seul cluster. Et le taux d'usage par utilisation finale va être divisé par un très très gros facteur. Et on parle que de règle de 3, mais on estime potentiellement des taux d'occupation qui vont passer de les 2% pour un cas physique à 10% sur un cas virtuel, et potentiellement en moyenne, ça va être notre job d'aller à plus de 50% d'utilisation tout le temps sur du cluster et donc des solutions serverless. Intéressant cette proposition de dire, OK, il y a un travail qu'on a réalisé nous et qui est un petit peu un angle mort aussi de l'approche numérique responsable, c'est celui de l'optimisation logicielle. Et là-dessus, Tristan, il y a un concept que tu essaies de pousser qui fait écho à monsieur Gordon Moore. Absolument. Alors pourquoi donc moi je pousse un concept qui s'appelle IROOM, qui est la loi de Moore à l'envers, et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un truc qu'il faut quand même savoir, c'est que là, si on se concentre juste sur regarder la facture d'électricité qui fait tourner un serveur, en fait, on ignore l'essentiel du problème. Il faut le savoir. Alors c'est un problème majeur. Ça consomme beaucoup d'électricité. Il faut compter cette électricité. Il faut essayer de réduire la facture. Ouais, absolument. Mais il faut regarder plus largement et faire ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie multicritères. Excusez-moi, ça fait un petit peu peur au début, mais en gros, il faut regarder que pour faire tourner du logiciel, il faut avoir fabriqué le matériel. Donc il va falloir creuser des mines pour trouver les minerais, il va falloir purifier les minerais, il va falloir transporter ça dans des bateaux pour aller jusqu'en Chine, et puis on va fabriquer l'acier, et puis le silicium, même, etc., etc.
Et quand arrive en fait le serveur ou l'ordinateur ou le smartphone chez vous et que vous le déballez, et ben en fait 100% de la consommation de matériel abiotique, c'est-à-dire des minerais, elle a été faite avant que ça arrive chez vous. C'est-à-dire quand votre smartphone, quand vous vous en servez, il use pas de l'aluminium. Non, vous allez garder le truc d'aluminium jusqu'à sa fin de vie. Donc c'est essentiel en fait de regarder tout le cycle de vie. Et on se rend compte que les émissions de gaz à effet de serre, en particulier en France, puisqu'elles sont faibles pendant la phase d'utilisation, l'essentiel de la conso, enfin des émissions de gaz à effet de serre, c'est pendant la phase de fabrication. Donc, en fait, une fois qu'on a fabriqué du matériel, il faut l'utiliser le plus longtemps possible et le plus possible à pleine capacité. Donc, tout ça pour renforcer, en fait, ce que tu dis. Tu as acheté une bécane, mais charge la mule, charge-la ras la gueule pour l'utiliser au maximum. Et puis, tu l'utilises jusqu'à ce qu'elle crève. C'est 10 fois plus vrai avec les serveurs qu'avec une voiture. Non, mais exactement. Parce avec une voiture électrique. Oui, mais sauf que moi, j'ai des serveurs et ils sont pas capables de faire tourner les nouvelles applications. Alors pourquoi en fait ces algorithmes sont de plus en plus complexes oui, mais c'est exactement ce que j'explique avec Iroom, c'est que les gens qui développent du logiciel, hein, donc la loi de Moore, c'était vous avez une nouvelle génération tous les 2 ans qui est 2 fois plus puissante que la génération d'avant. Ça, c'était la loi de Moore. Et en fait, elle a eu un équivalent qui s'appelait la loi de Wirth, du nom de Niklaus Wirth, l'inventeur du langage Pascal. Niklaus Wirth, il n'était pas content et il disait les logiciels ralentissent plus vite que le matériel accélère. Et en fait, ça fait du surplace. Plus tu as une bécane rapide, plus le développeur est feignant et plus il écrit des grosses applications pourries. Et malheureusement, c'est vrai. J'ai pas le temps de vous expliquer, mais ça se vérifie très bien. On peut en parler si vous voulez. Et donc, en fait, parce qu'on va préférer laisser le développeur écrire mal, mais écrire plus de fonctionnalités. Donc, résultat des courses, il optimise pas son code. Et en plus, le code, il est plus gros parce qu'il y a plus de features. Et donc, on sait un peu la double peine. C'est plus de gros logiciels, moins bien écrits, sur du matériel qui, lui, a des spécifications techniques figées. Et donc, tu te dis, ah, mais ma machine ralentit. Ta machine, elle ralentit pas. C'est juste que tu as mis une nouvelle version de Windows ou une nouvelle version de Word ou une nouvelle version de je ne sais quoi dessus, qui est plus grosse, plus exigeante par rapport à ce à quoi elle était dimensionnée au début. Et c'est comme ça qu'on jette les smartphones au bout de 3 ans. Et dans 80% des cas, ils marchent encore, mais c'est juste que on a rajouté des features, pas toujours utiles, qui sont trop lourdes pour le matériel de l'époque. Donc comment on fait alors ? On arrête de faire du code de merde. Voilà. Non mais c'est vrai, on optimise. Hein, en fait, merci. Au début du numérique, où il y avait des contraintes physiques qui étaient beaucoup plus faciles à toucher, parce qu'on y arrivait vite, et ben en fait, on se décarcassait un peu et on faisait du logiciel de meilleure qualité où on optimisait. Donc en fait, il faut prendre des développeurs, il faut les faire monter en compétences, ce qu'on appelle craftsmanship, pour qu'ils deviennent bons, qu'ils deviennent experts, qu'ils fassent du code qui est à la fois maintenable, lisible, mais qui est aussi performant, plutôt que de prendre des branquignoles qui vont pisser de la feature à longueur de journée. Ça, typiquement, on est moins sensible en étant éditeur de notre propre logiciel. Et typiquement, ça rejoint aussi un objectif de sécurité. On va pas tout mettre à jour, ajouter tous les plugins sur nos OS. Ça réduit la surface d'attaque d'un point de vue cybersécurité, c'est plutôt une bonne chose. Et ça veut dire qu'on va aussi éviter d'aller rajouter plein de trucs inutiles et donc plein de trucs qui consomment du disque, qui consomment de la mémoire. Et donc on est quand même beaucoup moins sensible. Il se trouve qu'il y a 2 jours, on s'est dit qu'on allait décommissionner certaines vieilles machines qu'on loue à un autre fournisseur. Et on a regardé en se disant, bon, est-ce qu'on va pas les décommissionner parce qu'elles ont que 4 ans ou 5 ans et pas changer? Combien de temps on peut les garder? C'était des processeurs qui ont été lancés en 2014, donc on les a quand même gardés pendant 10 ans. C'est pas si mal. Un petit modulo typiquement de se dire, est-ce qu'il faut l'utiliser le plus longtemps possible? Assez longtemps, oui. Faut quand même essayer de les utiliser plus de 3 ans. Oui. C'est pas compliqué, plus de 3 ans. Indéfiniment ou le plus longtemps possible, on a quand même quelques contraintes. Déjà, on a quand même des processeurs ou des machines qui vont être plus efficaces en termes de consommation énergétique. Donc, en 1 an, ça va pas changer grand-chose, mais en 10 ans, peut-être que la nouvelle consommation va être tellement plus faible que ça va être intéressant au bout d'un moment de changer. Mais honnêtement,
il y a quand même assez peu de partage de connaissances sur la durée optimale au bout de laquelle il devient intéressant d'un point de vue impact environnemental de changer un serveur. Mais clairement, il y a une limite. Et puis, j'avais un autre truc à dire et je crois que j'ai oublié. Donc, si ça c'est revient, pas grave, je vais te rassurer. je le dirai. Déjà, garder un serveur 10 ans, c'est bien. C'était l'objectif de Scaleway en interne, de faire durer les machines 10 ans. Et quand tu arrives à faire tenir 10 ans, bah ok, au bout de 10 Là, ans... concrètement, les machines commencent à devenir un petit peu petites quand même, par rapport à des usages. Mais chez Scaleway, la technique, comme ils ont... en fait, ils prenaient un serveur top moumoute à l'année 1, et puis année 3, en fait, c'est un serveur millier de gamme et tu le loues moins cher. Tu peux en profiter pour rajouter de la RAM, parce que tu as des serveurs qu'on claquait et donc tu récupères la RAM et ça fait une configuration meilleure en termes de RAM, et puis tu recommences 3 ans plus tard, et là à ce moment-là tu le transformes en serveur de fichiers. C'est-à-dire qu'en fait ton CPU tu le sollicites moins parce qu'il est vieux, mais au niveau des IO il marche encore bien. Et voilà. Penser aussi au deuxième point, c'est que on a quand même des grosses exigences de nos clients et pour de la qualité de service et de la disponibilité, et on peut pas non plus prendre le risque de garder des machines qui vont avoir plus de 10 ans, qui risquent de claquer. Le risque du coup d'incident finit par augmenter au bout d'un certain moment, donc il faut quand même se mettre une certaine limite. Mais oui, c'est possible quand même, 10 ans. C'est possible. Ah oui, 10 ans, c'est chez Scaleway, c'était un peu audacieux. On parle de Clever Cloud. Oui, non, mais je te parle de ce que je connais, moi. Oui, mais on parle de nos fournisseurs aussi, parce que là, en l'occurrence, il ne s'agissait pas de serveurs de Scaleway, mais d'un acteur similaire. Donc, quand on a préparé cette table ronde, il y avait Sarah qui était là aussi, et il nous a dit, mais en fait, on ne se rend pas compte, en fait, en tant qu'utilisateur, de l'usage de nos actions. En fait, quand on lance une requête ChatGPT, en fait, c'est instantané. L'impact environnemental de chaque requête n'est pas forcément très sensible. Alors, comment on peut faire pour éduquer, pour sensibiliser à l'usage, au-delà du prix, en fait, finalement? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les actions qu'on peut faire? Alors, on va parler super vite fait d'un truc qui s'appelle le signal prix. C'est si ça coûte cher, c'est que tu te doutes bien que ça consomme beaucoup. Et c'est là que c'est bien, parce que chez Clever, vous opérez vos services, donc vous avez intérêt à les optimiser, parce que si vous optimisez, vous augmentez votre marge, et donc c'est bon pour le business, et vos clients, ils savent quel truc utiliser en fonction du prix. Sur l'IA, on a un souci majeur, c'est qu'aujourd'hui, on est en pleine bulle de l'IA. Ils sont tous en train de se tirer la bourre pour gagner des parts de marché. Donc, ils sont subventionnés à coups de milliards par des investisseurs. Ils font des tas de services gratuits. Enfin bref, le service d'IA que vous utilisez, vous ne le payez pas au vrai prix. Parce qu'ils veulent surtout pas. En plus, comme ils sont très occupés à se tirer la bourre, ils veulent être premiers parce qu'ils savent que c'est une bulle et que donc ça va bientôt péter. C'est un peu comme les chaises musicales, tu vois. Pour l'instant, la musique tourne. Alors c'est bon, on va tourner autour des chaises, mais il n'y a que 2 chaises. Et tu as 200 gus autour, tu vois. Et il y a 2 chaises. Pourquoi? Parce que, en fait, dans une industrie, quand il y a une bulle, il n'y a que les 2 premiers qui survivent, voire 3. Regardez les systèmes d'exploitation, Windows, macOS et un petit peu de Linux. Et un 4e, BSD, non. Enfin bon, voilà, je veux dire, c'est vraiment, en gros, il y a 3 fauteuils. Enfin, il y a 2 fauteuils et un strapontin, quoi, sur les OS. Sur le search, pareil, enfin, dans le truc. Donc aujourd'hui, ils savent que dans l'IA, il y en a 2 qui vont gagner. Un qui va vraiment bien gagner, un qui va s'en sortir à moitié, et tous les autres qui vont se faire racheter à vil prix. Donc, il faut être dans les 2 premiers. Donc, en fait, optimiser, faire mieux pour moins cher, c'est pas le moment. Ils ont des milliards qui sont investis, il faut les dépenser, et ils le font. Et donc, tu n'as aucune idée de combien coûte effectivement ce que tu utilises comme service d'IA. Donc, ton signal prix de l'IA, utiliser ChatGPT pour 0 €, c'est nawak total. C'est juste pas possible. C'est juste parce que le VC finance ce truc-là. Un jour, ça va s'arrêter. La musique va s'arrêter. Il va y en rester 2 sur le marché. On ne sait pas lesquels c'est. Est-ce que ça va être Anthropic avec Claude? Est-ce que ça va être OpenAI? Est-ce que ça va être DeepSeek? On ne sait pas, mais en tout cas, il va y avoir un paquet de morts sur le marché. Et à ce moment-là, les prix vont devenir beaucoup plus réels.
Et juste pour vous donner une idée, Sam Altman a déclaré récemment que sur son abonnement à $200 par mois, il perdait du pognon parce que ça lui coûtait plus que ça de faire tourner l'abonnement pro de ChatGPT. Oui, moi j'aime bien l'approximation économique. Clairement, quand on paye tant d'argent derrière, in fine, il y a une certaine quantité d'énergie et donc une certaine quantité de CO2 selon où on se trouve qui va être émise. Donc actuellement, c'est vraiment le premier indicateur s'il n'y a pas de prix trafiqué, effectivement, ou de prix caché. Chez Clever, pour faire un petit peu de pub, on ne fait pas de réduc si vous gardez la même machine qui tourne à vide pendant 3 ans. Ça se fait quand même pas mal, plutôt sur les couches basses des fournisseurs, parce que il y a une logique économique à ne pas forcément déraquer, re-raquer, refournir à un autre serveur. Donc plus le client va la garder longtemps le serveur, moins ça va coûter cher pour le fournisseur et donc il peut faire une ristourne. Mais dans certains cas, certains concurrents vont faire des ristournes à moins 50 ou moins 70% si vous le prenez pendant 3 ans à rien faire. C'est pas du tout le modèle, vous aurez aucune réduction chez Clever. Activez plutôt le scaling automatique, arrêtez la machine si vous n'en avez pas besoin. Charge à nous d'aller réutiliser les machines pour mettre du load sur d'autres clients, mais ça sert à rien de laisser les choses allumées et d'empêcher d'utiliser les machines réellement au maximum. Pour aller plus loin quand même que juste l'approximation économique, si vous payez, c'est probablement que ça pollue. Va y a quand même y avoir quelques petites réglementations qui vont nous obliger à donner une facture CO2 pour nos services. Alors nous, pas directement parce qu'on est suffisamment petit pour l'instant pour pas être dans le premier lot des obligations, mais en fait, indirectement, oui. Beaucoup de nos clients seront soumis, donc ils vont nous demander les chiffres. Donc en fait, on va très rapidement s'y mettre et donner de la visibilité sur ça consomme tant en euros, ça émet tant ou ça impacte tant en impact environnementaux. La réglementation en question, c'est la CSRD, Corporate Social Responsibility Directive européenne. Et oui, elle est importante, elle fait du reporting extra-financier. C'est-à-dire qu'elle demande, alors déjà aujourd'hui, vous faites votre bilan annuel en euros et vous devez le publier, ok, ça fait des années que ça existe, c'est très bien. Mais maintenant, sur des entreprises de grande taille et de taille de plus en plus petite au fil des ans, eh bien, il va falloir faire aussi un nouveau reporting qui est donc sur les émissions de gaz à effet de serre, etc. Et donc, il va y avoir une incitation pour les entreprises, à mesurer et à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, mais aussi toute pollution. On arrive au bout de cette table ronde, on est archi en retard de partout. C'est en partie de ma faute, mais pas que. Avant de vous remercier, je voulais juste signaler aussi la création d'un quelque chose qui est arrivé milieu d'année dernière, qui est la création d'un nouveau pôle de compétitivité qui s'appelle Enter, dont Clever Cloud est au conseil d'administration, et qui vise à développer un numérique responsable. Donc, vous tapez pôle Enter, vous allez voir. Il y a tout un tas d'actions de sensibilisation et de soutien au développement du numérique responsable, prise de conscience, de formation des entreprises, de choix et de sélection des fournisseurs pour avoir une prise de conscience de l'ACV, de l'impact global aussi dans la communication auprès des utilisateurs sur l'impact et la consommation de leurs actions dans l'utilisation des applications. Donc voilà, les choses avancent, peut-être pas aussi vite qu'il faudrait. On n'a vraiment pas le temps pour une conclusion, mais si vous avez quelque chose à rajouter en un mot, je vais vous remercier. Alors voilà. Merci à tous les deux. Moi j'ai un truc à dire, moi. L'innovation c'est bien, mais avoir une planète vivable c'est encore mieux. Donc il va falloir trouver le juste milieu où mettre le curseur, où on peut innover, mais quand même pas laisser une planète en flammes à nos enfants. Voilà. Merci. Merci.